merci pour cette invitation pour parler et échanger, partager justement sur le projet Institut Convergence. Au dépôt, il s'appelle IDEDRIVE pour un Interdisciplinary Institute for Data Research, Intelligence, Value and Ethics. Donc on est en plein dans les thématiques que vient de décrire Célia. Donc quand même un petit mot. C'est pour ça que ça va être un challenge de 10 ou 15 minutes, mais bon, un petit mot sur la genèse. Quand même, il y a un certain nombre d'entre vous ici qui ont participé à l'aventure et au projet Institut de la société numérique que nous avons mis en place entre 2013 et 2016. En fait, je vois d'ailleurs un certain nombre de visages ici qui ont participé dans ISN, qui est un LIDEX, c'est-à-dire un projet de l'IDEX Paris-Saclay sur 3 ans avec 1,6 million ou 1,8 million, je ne me souviens plus précisément, et avec 4 pôles d'activité, donc un sur la vie privée, un sur la coévolution en machine, un sur le e-learning, en fait tout ce qui est apprentissage en ligne, les MOOC, les traces, les sciences de l'éducation, donc croisé avec les sciences du numérique pour améliorer l'expérience justement d'apprentissage en ligne, les données et les modèles économiques. D'autres sujets ont pu montrer leur pertinence et ont pu être financés. Donc, si on n'est pas dans les 4 pôles, on peut aussi être financé par ISN. Notamment, il y a eu les données et le travail. Donc, c'est aussi un travail qui a été financé. Également, un sujet sur les finances et le droit. Un sujet sur la justice prédictive qui a été financé par ISN, qui n'était pas spécialement dans ces pôles-là. Et en fait, l'expérience ISN a été un laboratoire, une étude de faisabilité de ce que pouvaient faire ensemble justement les sciences du numérique, les sciences dures entre guillemets, maths info, et les sciences humaines et sociales sur le site de Paris-Saclay. Et je crois que justement l'expérience a été suffisamment concluante, en tout cas ça a permis de cristalliser des communautés et des chercheurs et des enseignants-chercheurs pour travailler ensemble et faire vraiment des choses intéressante, en tout cas je le pense, et je ne suis pas la seule à le penser, heureusement. Et on s'est dit, du coup, après coup, what's next? Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, il y avait plusieurs possibilités. Il y a d'autres initiatives de l'IDEX qui ont redemandé le soutien de l'IDEX pour pouvoir continuer. Nous, l'idée, c'est... Bon, Stéphano, j'aurais besoin de ton mot de passe. Oui. L'idée... était, est-ce qu'on resoumet encore pour un soutien de l'IDEX? Et ça tombait très bien qu'il y avait l'appel des instituts Convergence qui est sorti. Du coup, ce qu'on avait identifié, c'était le sujet sur justement le microbiote et le microbiome. Et c'est comme ça que NutriPerso est parti un peu d'ISN, en fait. Et puis après, on s'est dit, bon, l'appel Institut Convergence, on va en fait soumettre à l'Institut... à l'appel des instituts Convergence. Et donc, 2 mots, je pense que vous savez, pour ceux qui, juste pour faire un petit rappel, donc un extrait de l'appel, qui limite ces questions de quels sont les rôles, quelles sont les attentes d'un institut Convergence. Donc, en gros, un centre interdisciplinaire, si je veux résumer, de forte visibilité, de grande ampleur, qui conjugue une colocalisation, donc c'est parti d'une idée de site, avec des activités, avec une intégration recherche-formation qui soit poussée, il y a un couplage efficace avec le monde socio-économique. Et donc là, on est tout à fait dans cette optique-là. Ce qui nous est demandé, c'est de démarrer avec une masse critique de 100 ETP. Alors, IDEDRIVE, on est autour de 130 au moment du dépôt, avec 300 ETP à 3 ans. Voilà ce qui est juste un rappel rapide de ce que c'est. Donc, 2 appels, Institut Convergence, 10 projets sélectionnés, tous domaines confondus, santé, médecine, climat, agriculture, migration, etc. IDEDRIVE et l'Institut Convergence sur les sciences des données et ses interfaces. Pour l'évaluation internationale du jury, donc il n'y avait aucun Français dans le jury, en termes de conflit d'intérêts, donc il n'y en avait pas, qui nous désigne comme l'Institut français du domaine, puisqu'il n'y en avait pas d'autres, et il n'y aura pas d'autres appels Institut Convergence visiblement. Et donc, voilà, on a
une certaine ambition, une certaine, je dirais, en même temps responsabilité sur le développement d'un sujet qu'on essaie de faire totalement en synergie donc avec la MSH aussi, principalement, et c'est très important. Donc dans cette évaluation internationale, qui est vraiment très positive, nous demande aussi un PhD track renforcé pour accompagner l'ambition du projet. Donc voilà, donc là on est en phase. Alors sur le programme de travail, bon ça c'est des choses que vous connaissez, hein, donc les données et l'impact sur la société, l'organisation, les modes de travail, les enjeux algorithmiques derrière, au-delà des enjeux sociétaux et économiques. Mais justement pour revenir sur les systèmes algorithmiques, parce qu'on a souvent parlé de big data, les données sont partout, mais ce qu'on a peu dit ou omis de dire, c'est que les algorithmes aussi sont partout. Et c'est ça justement, la dualité entre les algorithmes est vraiment essentielle. On peut pas, enfin, les données sans algorithme, c'est une masse inerte, et les algorithmes sans données, ça n'ira pas très loin. Du coup, quand on dit données, ça suppose de base qu'il y a les algorithmes derrière et inversement. Ça me paraît vraiment une question essentielle, et c'est pour ça que le débat lors du lancement, le workshop de lancement, on avait parlé les données, très bien, ou alors le pouvoir des algorithmes, bien sûr, mais il y a aussi une question, il y a un enjeu sur les données également. Donc, on avait quand même des soucis et des interrogations dans cette perspective de dualité données et algorithmes, et surtout que l'analyse des données, qui n'est pas une science récente, c'est une science quand même qui a beaucoup de dizaines d'années d'histoire, elle est en train d'évoluer d'une analyse et une description du passé vers une analyse prédictive et prescriptive. Et c'est le côté prescriptif en fait qui pose beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que selon les pays, en fait, il y a une vigilance qui s'est créée autour des données. Je dis ça en fonction des pays parce que France-Europe, la vigilance est davantage autour des données et sur la protection de la vie privée, etc. Et ou algorithme, c'est que le prescriptif a franchi le pas dans la vraie vie, en fait, aux États-Unis, beaucoup, mais ce n'est pas encore le cas, et fort heureusement, ni en France ni en Europe. Et ce n'est pas près de l'être d'ailleurs, parce que l'humain, en tout cas le citoyen européen au sens large, demande à être toujours décideur, être toujours au centre de disposer d'outils algorithmiques, mais de ne pas écouter la prescription de l'algorithme sans poser de questions. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, parce que le prescriptif est passé quand même à une étape, il est rentré dans la vie de tous les jours des citoyens américains. Si on prend l'exemple de Watson, par exemple, on peut faire une consultation chez Watson. Donc, et pas seulement donc, sur la justice prédictive, sur l'octroi des prêts, sur l'employabilité des gens. Donc là, le côté prescriptif et ce côté intrusif vraiment dans la vie de tous les jours et des administrations et l'impact sur les citoyens a fait que justement les questions qui sont là deviennent très importantes. Donc les questions de transparence, de redevabilité, d'explicabilité des systèmes algorithmiques deviennent des propriétés critiques et ça demande toute notre attention. Alors là aussi quelque chose d'essentiel en fait. Pour moi, en tout cas, pour moi et les personnes avec qui je travaille, ils sont nombreux à être autour de cette idée de réduire l'asymétrie informationnelle, parce que c'est ça qui crée un problème, qui crée une difficulté entre les producteurs de services numériques, quels qu'ils soient, et leurs consommateurs aussi. Et quand je dis consommateurs, qu'ils soient citoyens ou professionnels. Donc le côté B2C et le côté B2B aussi est très important. Souvent, parce que la loi pour la République numérique est orientée droit des citoyens, on fait plus attention au côté citoyen, droit civique, mais en fait c'est aussi un sujet pour les entreprises. Quand une entreprise est cliente d'une autre entreprise qui utilise ses API, qui utilise ses services, ce n'est pas juste un enjeu, je dirais, démocratique, c'est un enjeu aussi économique. Donc c'est vraiment très important ces aspects-là. Alors, ce n'est pas le propos,
c'est juste pour attirer votre attention sur un peu l'actualité qui se fait en France, le rapport sur modalité de régulation des algorithmes, l'initiative du Conseil national du numérique, mais il y a aussi Transalgo qui est lancé, mais ça peut faire l'objet d'une autre discussion. Je pense que peut-être que Christine, tu vas dire 2 mots, toi, dans ta présentation. Mais en tout cas, on travaille aussi, enfin, on peut en parler, mais ce n'est pas l'objet de la présentation, qui est une initiative à la demande de, justement, de ceux qui ont créé la loi pour la République numérique, parce qu'il y a eu, à un moment donné, un questionnement sur comment on va appliquer la loi. Quand on dit que le citoyen a le droit de comprendre les décisions d'un algorithme, une fois que c'est dit, on n'a pas les outils de l'applicabilité de la loi. Et donc, d'où vraiment, je dirais pas l'affolement, mais en tout cas l'importance de développer d'une manière justement collective des algorithmes qui vont pouvoir surveiller le comportement. Quand j'ai surveillé, c'est plutôt objectiver et quantifier le comportement d'autres algorithmes. Et là, je ne vais pas rentrer plus là-dedans, mais on peut en parler une autre fois si vous voulez. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont vraiment liées avec IDODrive. Parfait. Parmi les challenges, justement, quand je vous ai dit les systèmes algorithmiques, c'est les données et les algorithmes, il y a un certain nombre de problématiques sur les biais des données qui sont identifiées ici. Je ne vais pas rentrer là-dedans aussi, hein. Mais également des problèmes et des challenges à adresser dans la recherche de IDODrive sur ces questions aussi, sur le design des algorithmes prédictifs. Il y a un certain nombre, donc les confusions qui peuvent arriver entre la corrélation et la causalité. La promotion non intentionnelle d'un passé avec le système à réaction positive des algorithmes prédictifs. Voilà, donc il y a beaucoup de directions très intéressantes, et là aussi je liste un petit peu d'un point de vue sciences dures, hein, donc les préoccupations qu'on a d'un point de vue sciences des données sur l'explicabilité du deep learning. Et donc là, c'est pas impossible, c'est des choses il y a des pistes aujourd'hui intéressantes là-dedans, sur la provenance des données, sur le contrôle d'usage des données, mais aussi comment combiner le data viz avec l'analytique. C'est donc le Progressive User-Centered Analytics. Après, Information Flow Monitoring, là aussi pour surveiller, en fait, pour mesurer les informations entrantes-sortantes d'un algorithme, les appels systèmes, pour vraiment comprendre aussi. En fait, c'est un outil de loyauté aussi, hein, c'est Information Flow Monitoring, pour savoir si l'algorithme se comporte tel qu'il déclare le faire. Le fact-checking, etc. Donc en fait, tout ça, c'est des challenges, en tout cas pour les sciences des données. Mais justement, ces challenges-là, c'est très clair. C'est identifié que c'est interdisciplinaire. Et c'est pour ça qu'on a fait Transalgo. En fait, on était déjà en train de rédiger Transalgo. On était en train de rédiger IDODrive et Transalgo est arrivé. Donc finalement, on a les mêmes idées. Après, on va voir comment on va faire l'implémentation concrète. En tout cas, dans IDODrive, on a 3 dimensions, on a les socles disciplinaires, on a les domaines applicatifs et des défis interdisciplinaires avec donc, une interaction avec la formation et la recherche. De toute façon, je vais vous laisser les slides comme ça. Vous avez donc sur les socles disciplinaires, donc, on a les socles sciences dures, enfin sciences des données identifiées, stratégie, management et économie, les sciences sociales et les sciences juridiques. Sur les challenges interdisciplinaires, donc from data to knowledge, from data to decision, le deep learning et l'intelligence artificielle. Donc là, toutes les questions d'explicabilité d'un point de vue algorithmique. Donc là, on a des questions très intéressantes qui sont dans notre feuille de route scientifique. Les 2 autres challenges interdisciplinaires, c'est justement le Digital Trust and Appropriation, Data Economy and Regulation. Et là, vous constatez, les points communs sont très forts, hein, avec l'axe pouvoir des algorithmes. Enfin, en tout cas, l'axe 1, quel que soit après comment il va être réécrit ou renommé. Mais en tout cas, très clairement, là, on a les communautés maths, informatiques, et justement vous et d'autres acteurs, en fait, je crois que c'est même les mêmes quasiment, en fait, hein, plus ou moins quelques équipes ou quelques personnes, mais en tout cas, on a une forte interaction d'intérêt en recherche avec des communautés qui sont quasiment les mêmes. Alors, sur les domaines applicatifs, il y a, donc, on a des sujets
et en tout cas des objectifs sur la distribution optimale de l'énergie, la gestion et la distribution optimale d'énergie, l'urbanisation au sens smart cities, mais aussi mobilité, mais aussi industrie 4.0. Bon, là, c'est la terminologie allemande, mais c'est l'industrie du futur, je crois, la terminologie française. Dans la partie santé, on est plus sur santé et bien-être, et c'est plus le côté microbiote et microbiome plutôt qui est adressé dans cet axe-là. Et puis ensuite le business analytics et l'Internet des objets et des personnes, incluant les médias, les réseaux sociaux, etc. Donc, juste sur le côté formation, ce qui nous importe, c'est de créer des parcours interdisciplinaires, que ce soit dans les formations informatiques qu'on puisse générer, et là-dessus, il faut qu'on travaille pour avoir des formations, enfin, même si ce n'est pas une création from scratch de nouveaux masters, peut-être qu'il ne faut pas rajouter des couches, mais dans les masters existants, créer des passerelles entre les différentes communautés, former des ingénieurs en sciences des données, à l'éthique, au droit et à l'usage des données. Je ne crois pas que ça soit optionnel aujourd'hui. Voilà, donc sur les partenaires, donc il y a quand même un beau partenariat ici. Je pense que tous les partenaires... J'ai 0 minute là. Donc voilà, en tout cas, il y a l'essentiel de l'écosystème de Paris-Saclay qui est présent sur le partenariat de l'Institut e-Drive. Bon, les objets d'excellence, effectivement, il y a un certain nombre. Les actions planifiées, on peut les commenter, discuter si vous voulez. En tout cas, ce sont les actions qu'on a planifiées sur lesquelles le budget du e-Drive sera réparti en termes d'animation scientifique, de projets, de recherche avec des thèses et des post-docs. Sur les partenariats internationaux, on a un partenariat fort avec Data Science Institute de Columbia qui a soutenu très fortement e-Drive au moment de la soumission. Il y a aussi un équivalent, donc Ivado à Montréal, qui est très très connu et qui est 24 fois plus richement doté que e-Drive. Juste ça. Et puis le projet national japonais sur Advanced Core Technologies for Big Data Integration. Et l'Institut MIT IDSS, donc là c'est pareil, Institute for Data Science, Systems and Society, et Alan Turing Institute en Angleterre. C'est pour dire que l'écosystème international, et on se place vraiment à ce niveau-là, il est très riche et ces gens-là sont prêts à coopérer pour accueillir des étudiants, des seniors, enfin en tout cas avoir de la mobilité internationale, faire des manifestations scientifiques ensemble, des écoles d'été ensemble, etc. Bon, la gouvernance, c'est pas... Voilà, le next step, et c'est mon dernier slide. Ce qu'on est en train de faire maintenant, parce que la question... Hein? Oui, valider, c'est validé. Bon, c'est le dernier en fait, slide que j'ai fait là, que je n'ai pas relu. Donc, oui, parce qu'en fait, voilà, c'est les next steps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, au-delà de... ce qu'on est en train de faire, c'est... alors, c'est un PDF et je ne peux pas le corriger là. Donc, réunir le comité des tutelles, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ça aura lieu le 11 juillet prochain, là. Donc, c'est important parce qu'on veut valider la gouvernance pour pouvoir constituer les différents comités. Parce que le comité de programme, le bureau, etc., enfin, c'est sous réserve de validation des chefs d'établissement, et c'est les chefs d'établissement qui ont signé leur engagement pour ce projet. Et donc, ce projet, il est vraiment fort de cette cohésion d'établissement pour faire émerger ce type d'initiative. Aussi, nous sommes en discussion avec l'ANR pour la contractualisation qui a une date vers mi-octobre au plus tard, 7 octobre 2017, je n'ai pas précisé. Et puis, lancer les appels à projets à la rentrée et faire le kick-off. Voilà.